Hello boys and girls and the other, l'actualité de la Formule 1 a été vraiment marquée au début de la saison par Ferrari et le transfert plutôt surprise de Lewis Hamilton dans l'écurie italienne. Le Britannique va donc remplacer l'Espagnol Carlos Sainz qui sera resté 4 saisons chez les Rouges, découvrant même les joies de la victoire. S'il a gagné pour la première fois en 2022 à Silverstone, il aura permis également une pause à tous les fans de la Formule 1 dans la domination de Max Verstappen et surtout de Red Bull en allant gagner le Grand Prix de Singapour 2023. Avant la saison 2024, il est donc à seulement 2 victoires pour un garçon bourré de talent et qui aurait pu avoir beaucoup plus de victoires si Red Bull n'était pas aussi dominant et surtout s'il avait eu la bonne voiture au bon moment. Je pense par exemple au Grand Prix de Monza 2020. Année au cours de laquelle il évolue avec l'écurie McLaren et qui aurait pu lui permettre de remporter sa première victoire en Formule 1, mais Pierre Gasly en a décidé autrement. Du coup, je me suis un peu intéressé aux pilotes ayant 2 victoires ou moins, et il y a beaucoup d'histoires intéressantes. J'ai fait un peu le tri et je vous en ai sélectionné 5 que l'on va voir de suite. Il y a plusieurs pilotes dont j'aurais pu vous parler, notamment Robert Kubica, qui aura marqué ma génération. Le Polonais débarque en Formule 1 en 2006 et il va remporter une victoire en 2008 avec BMW Sauber. Au vu de son talent, il en aurait sûrement remporté d'autres si son terrible accident en WRC en 2011 ne lui avait pas déchiqueté la main. Une longue convalescence pour justement réparer sa main a eu lieu et après 8 ans éloigné des circuits et surtout de la Formule 1, il est revenu en 2019 chez Williams avec un souvenir plutôt médiocre de sa saison. Que dire de Wolfgang von Trips? Il aurait dû amener son pays vers la couronne mondiale. Premier Allemand à jouer le titre en Formule 1, il va remporter 2 victoires sur la Ferrari Dino 156, notamment connu avec son nez en forme de requin. Malheureusement, alors qu'il semblait plus en forme que son coéquipier Phil Hill, il est victime d'un accident mortel à Monza, emmenant avec lui 14 spectateurs. Dans le même cas que Von Trips, on trouve Pedro Rodriguez, le Mexicain, a permis à la Formule 1 de se développer et de se créer vraiment une foule de supporters dans son pays. Vainqueur de 2 courses entre 1967 et 1970, il est malheureusement victime d'un accident mortel en 71 et d'ailleurs le Grand Prix du Mexique, le circuit du Mexique, rend hommage à lui et son frère puisqu'il se nomme Autodromo Hermanos Rodriguez. J'aurais pu également vous parler de Luigi Fagioli, un vieux briscard italien roulant avec Fangio et Farina lors des 2 premières saisons de la Formule 1, roulant chez Alfa Romeo. Malheureusement, il a été totalement éclipsé par ses 2 compères. La raison, son âge plutôt avancé par rapport à ses coéquipiers. Il va malgré tout remporter une victoire en 1951 après avoir cédé son Alfa Romeo à Juan Manuel Fangio, puisqu'à l'époque on pouvait laisser sa place dans le baquet à l'un de ses coéquipiers. Fangio va remporter le Grand Prix, Fagioli est donc également vainqueur de Grand Prix à 53 ans et 22 jours. Alonso est encore loin de ce record. Une victoire à son actif et ce sera également sa dernière course puisque vexé d'avoir dû laisser sa voiture à Fangio, il quitte le monde de la Formule 1 et décédera quelques temps après lors d'une course de voiture de sport. Vous auriez peut-être préféré que j'aborde également les cas de Ocon, Gasly, Panis et Jean Alesi, mais leur seule victoire, en tout cas actuelle pour Ocon et Gasly, seront l'objet d'une vidéo plus tard, donc je préfère les garder de côté et vous en parler dans une vidéo spécialement dédiée à eux. Malgré tout ça, ça ne va pas nous empêcher de parler d'un Français et c'est d'ailleurs avec lui que je vais commencer. À 26 ans, François Sever débarque en Formule 1 avec un titre de champion de France de F3 et surtout avec la réputation d'être un pilote solide de F2. Il a été choisi par Ken Tyrrell en personne pour rouler dans son écurie éponyme aux côtés du grand Jackie Stewart qui est convaincu du talent du Français. François Sever va remplacer Johnny Servoz, Gavin parti à la retraite subitement et il va réaliser une première année plus que compliquée. Sever débarque aux Pays-Bas pour commencer sa carrière et participer à son premier Grand Prix. Malheureusement, il ne verra pas la fin. Au cours de la saison, il ne marquera qu'un seul point et bien que son patron et son coéquipier champion du monde sont convaincus de son talent, il devra faire mieux en 1971. Pour cela, Stewart décide de le prendre sous son aile pour faire de lui
un futur champion du monde lorsque l'Écossais partira à la retraite. Et les résultats seront clairement différents lors de cette saison 1971. Au volant d'une Tyrrell dominante, il va finir deuxième en France, deuxième en Allemagne, troisième en Italie et vainqueur de son premier Grand Prix à Watkins Glen. Qualifié en deuxième ligne derrière son coéquipier, il va très rapidement se retrouver deuxième derrière son chef de file et ne va pas l'attaquer. Il est là pour assurer que son coéquipier termine champion en fin de saison. Mais Stewart, rencontrant des problèmes sur sa Tyrrell, va alors laisser passer son jeune coéquipier français. Ce vert prend la tête et il ne la lâchera plus, remportant ainsi sa première victoire en carrière et surtout la seule. Il gagne donc à Watkins Glen, circuit qui lui coûtera la vie 2 ans plus tard, avec 10 deuxièmes places, 3 troisièmes places et une victoire. Il aurait dû être la relève de l'Écossais Jackie Stewart lorsque ce dernier prenait sa retraite. Malheureusement, le Français est parti trop tôt et il ne deviendra jamais le premier champion du monde français de l'histoire. Si Fangio est l'Argentin ayant le plus marqué la Formule 1, un autre Argentin a également marqué les années 50 aux côtés du maestro. Un Argentin qui est rentré dans la légende de l'écurie italienne Ferrari, il s'agit de José Froilán González. Combattant hors pair sur la piste et surnommé le Taureau de la Pampa, il fait ses débuts en Formule 1 en 1950 à Monaco à bord d'une Maserati privée. Pas grand chose à faire pour lui, la fiabilité de sa Maserati est vraiment catastrophique et surtout les Alphas dominent cette saison 1950. Une seule solution, trouver une écurie lui permettant d'avoir une voiture compétitive. Et ça tombe bien, il y a une écurie italienne qui veut absolument s'inscrire dans l'histoire de la Formule 1, Ferrari. Un accord est trouvé entre les deux parties et José Froilán González rejoint donc l'écurie d'Il Commendatore afin de participer à la saison 1951 avec Ferrari. Il va marquer d'entrée l'écurie italienne, signant un premier podium pour sa première course et surtout remporter le Grand Prix de Silverstone 1951, qui est la première victoire de Ferrari dans l'histoire de la Formule 1. Et surtout, c'est la première non-victoire d'Alfa Romeo depuis le lancement de la catégorie. Victoire historique donc, González terminera la saison troisième et il va alors un petit peu délaisser la Formule 1 en 1952, privilégiant la F2 avant de revenir en 1953 à nouveau avec Ferrari. Il va se blesser en fin de saison mais revenir pour 1954 et 3 ans après son premier succès à Silverstone, il va récidiver à nouveau à Silverstone, gagnant une deuxième fois pour Ferrari à bord de la 553. Elle est juste là. Dans les années suivantes, il ne fera que quelques apparitions, prenant surtout du plaisir à conduire des Formule 1, et viendra disputer un dernier Grand Prix en 1960, toujours avec Ferrari. En parlant de Ferrari, on va parler de Giancarlo Baghetti, pilote très apprécié d'Enzo Ferrari. On parle de lui car il partage un record avec un autre Italien de la catégorie, Giuseppe Farina. En effet, ces deux pilotes sont les seuls à s'être imposés lors de leur premier Grand Prix en Formule 1. Une stade qu'Ollie Berman aurait pu égaler, mais Red Bull, tu connais. Je tourne cette vidéo entre l'Arabie Saoudite et l'Australie, donc c'est tout frais dans ma tête. Bref, revenons à Baghetti, vainqueur de plusieurs Grands Prix hors championnat, il va être appelé par Ferrari lors de la saison 1961 pour rouler sur une Ferrari privée. Il va participer à son premier Grand Prix en France et comme vous l'aurez compris, il va gagner. Qualifié 12e, il va profiter de la supériorité de sa Ferrari pour remonter jusqu'en 3e place, profitant notamment des abandons des 3 pilotes Ferrari officiels. En lutte avec 2 pilotes Porsche pour la victoire, il va faire preuve de malice pour s'imposer. Profitant de l'aspiration, de la puissance énorme de son moteur vis-à-vis du moteur Porsche et surtout de beaucoup d'intelligence de course, il va doubler Gurney dans la dernière ligne droite du Grand Prix pour s'imposer avec un peu plus d'1 dixième d'avance sur le deuxième. Et ensuite, plus rien, à part une 6e place en qualification et une 4e en course, Giancarlo Baghetti va faire 21 Grands Prix et s'envoler de l'histoire de la Formule 1 comme s'il n'était jamais venu. Vu qu'on parlait de record avec Baghetti, que diriez-vous de savoir quel pilote a le plus faible ratio de victoires en Formule 1? Grand amateur de vin et ami de Rocco Siffredi, Jarno Trulli a remporté une victoire en 252 Grands Prix, soit un ratio de victoire de 0,4
40% environ. C'est très faible. Le pilote italien débarque chez Minardi en 1997 et va y réaliser 7 Grands Prix avant d'aller chez Prost Grand Prix en remplacement d'Olivier Panis. Un intérim dans lequel il va briller, prenant notamment la tête du Grand Prix d'Autriche pendant quelques tours avant malheureusement d'abandonner. Ce coup de projecteur va finir de convaincre l'écurie française de le signer pour 2 saisons, en 98 et en 99. Malheureusement, la voiture est nullissime et Arnaud Trulli ne peut absolument rien faire. Il rejoint donc Jordan pour la saison 2000 et 2001 avec laquelle il va performer avant de rejoindre une autre écurie française pour la saison suivante, Renault, en 2002, dans laquelle il ne fera qu'une bouchée de Jenson Button. En 2003, c'est une autre histoire puisqu'un jeune pilote Renault apparaît dans l'écurie. Il s'agit de Fernando Alonso qui va vraiment bien performer contrairement à l'Italien. Alors qu'Alonso prend une victoire en Hongrie et 4 podiums, Trulli ne doit se contenter que d'un tout petit podium et doit absolument faire mieux en 2004 pour convaincre son patron Flavio Briatore de le prolonger. Montant progressivement en puissance, Trulli retrouve les joies du podium en Espagne avant d'arriver à Monaco et de signer la pole position. Bien qu'on voit l'abandon de Michael Schumacher alors qu'il était en tête du Grand Prix, cela n'aurait strictement rien changé puisque l'homme fort du week-end c'était bien Jarno Trulli qui va remporter le Grand Prix de Monaco sur sa Renault. Le moral est au beau fixe, Renault est heureux avec son pilote italien, mais malheureusement tout va changer lors du Grand Prix de France. Alors que Fernando Alonso se bat avec Schumacher pour la victoire, Rubens Barrichello parvient à doubler Jarno Trulli dans le dernier virage du Grand Prix à domicile pour son écurie. Et là, c'en est trop pour Briatore qui va le licencier quelques courses plus tard. Malgré une pole position en Belgique, les conflits sont trop importants dans l'écurie française et Jarno Trulli doit faire ses bagages et rejoindre Toyota pour la fin de la saison. S'ouvre alors un deuxième chapitre de sa carrière, chapitre florissant avec l'écurie Nippon, puisqu'il y réalisera 7 podiums et une pole position entre 2005 et 2009. Sa fin de carrière chez Lotus n'est malheureusement pas à la hauteur de son talent, la voiture étant nulle part, une chicane mobile sur la piste, et Jarno tombe un peu aux oubliettes de la Formule 1. Trulli était un pilote excellent en qualification, parvenant à tirer la quintessence de sa voiture lors d'un tour rapide. Malheureusement, si lui était talentueux, sa voiture, elle, ne l'était pas. Et donc, en course, on voyait souvent ce qu'on appelait les trains Trulli, puisque le manque de performance de sa voiture créait un train complet derrière lui, et ça l'a souvent empêché de réaliser d'excellentes performances. Trulli est le pilote avec le plus faible ratio de victoires, mais quel est le pilote avec le plus fort? Eh bien, c'est Lee Wallard. Ça ne parle à personne, ça ne me parlait pas non plus. Il a participé à 2 Grands Prix de Formule 1, les 500 miles d'Indianapolis 1950 et 1951, et a remporté l'édition 1951, ce qui lui fait un ratio de 50% de victoire, le ratio le plus élevé en Formule 1 si on prend en compte les 500 miles d'Indianapolis qui ont compté pour le championnat entre 1950 et 1960. Avec 50% de victoire, il a un ratio plus important que Juan Manuel Fangio. Et si on parle de Lee Wallard, je ne peux pas ne pas vous parler du 4e meilleur ratio de l'histoire de la Formule 1, qui est à mettre au crédit de Bill Vukovich. L'Américain a remporté les 500 miles d'Indianapolis par 2 fois, en 53 et en 54. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est le seul pilote à avoir remporté 2 fois les 500 miles d'Indianapolis lorsque l'épreuve comptait pour le championnat du monde de Formule 1. C'est tout pour ce top 5, n'hésite pas à me donner le tien dans l'espace commentaire. Si la vidéo t'a plu, pense à la liker, pense également à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te laisse me rejoindre également sur tous les réseaux sociaux pour être tenu au courant de la sortie des vidéos. On se refera peut-être des top 5 à l'avenir parce que franchement, j'ai bien aimé. Il y aura d'autres petites séries également qui vont apparaître au cours de l'année. En attendant, si t'en as pas eu assez, à droite et à gauche, voilà 2 nouvelles vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine.